Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire organisé au niveau de l'Agence régionale de santé sur périnatalité et Covid-19. Je vais donner la parole à Christelle Volufelous, qui est virologue et membre fondateur, trésorière de l'association Grossesse et infection, groupe de recherche grossesse et infection. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis virologue. Je suis là juste pour vous donner quelques aspects de virologie et surtout des éléments pour le diagnostic, sachant qu'évidemment, au cours de ces derniers mois, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On a surtout entendu beaucoup de choses à la télé, à la radio. Et donc, c'était un petit peu pour faire le ménage aussi parmi toutes ces informations. Donc, juste rapidement, bon, les coronavirus, c'est des virus qu'on connaît depuis très, très longtemps. Voilà, c'est une très grande famille, très bien connue aussi des vétérinaires parce que c'est des virus très présents chez les animaux et comme on l'a bien entendu, qui ont une grande plasticité de leur génome, ce qui fait qu'ils sont capables de sauter d'une espèce à l'autre. Donc c'est ce qui en fait toute la dangerosité quand ils deviennent susceptibles d'infecter l'homme. Alors, le petit schéma à droite, un peu complexe, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, une fois qu'il est passé chez l'homme, il n'est pas stable pour autant. Hein. Ce n'est pas la même souche qui a infecté les Chinois, qui a infecté les Européens et qui infecte les Américains. Voilà, toutes ces couleurs vous montrent qu'en fait, il évolue au cours du temps. Et donc, également, son infectiosité et son pouvoir pathogène sont également susceptibles d'évoluer. Voilà, on le sait tous, hein, il est venu de la chauve-souris, via le pangolin. Et à ce jour, on a 7 millions de cas confirmés dans le monde avec plus de 400 000 décès. Alors, on va s'arrêter juste quelques instants sur les fameux modes de transmission que tout le monde connaît et ce dogme qui dit que pour être infecté efficacement, il faudrait rester à moins d'1 mètre de distance, au moins 15 minutes, en face de quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Et en fait, ce n'est pas si simple parce que on a relevé un certain nombre de cas où des gens s'étaient infectés sans avoir nécessairement croisé de personnes, en tout cas symptomatiques. Et puis, on a surtout l'exemple du SARS-CoV-1, hein, ce schéma qui est sorti dans la presse à l'époque, qui avait bien montré qu'en fait, le patient 0, qui était le patient de la chambre 911 dans un grand hôtel à Hong Kong, qui est par la suite d'ailleurs décédé de son infection, avait contaminé, vous voyez, un certain nombre de personnes des chambres voisines et dont certains, la majorité de ces personnes ne l'avaient jamais croisé physiquement. C'est-à-dire qu'il était passé dans le couloir, il avait sans doute éternué, toussé dans le couloir, les particules, sans avoir jamais croisé le malade. Et puis, on a incriminé également le rôle de la climatisation, vous voyez, avec ces personnes qui sont majoritairement infectées sur le trajet de la clim. Donc, il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Et puis, l'autre point important, bien sûr, mais ça, c'est un peu mieux connu, c'est tout ce qui est manuportage. Hein. Il doit y avoir un rôle essentiel des mains. Tout ce qui est l'environnement proche d'un malade est contaminé. Et même si on va le voir, le virus survit assez peu de temps sur les surfaces inertes. Par contre, sur des surfaces corporelles chaudes et humides, il survit plus longtemps. Alors voilà comment ça se présente on va dire dans un milieu extérieur quand vous posez la question de est-ce que ma table d'examen, est-ce que mon bureau est contaminé parce qu'un patient est passé par là, un patient malade et qui tousse normalement et qui a diffusé du virus. Et bien vous voyez, alors vous avez en bleu le SARS-CoV-1, en rouge le SARS-CoV-2 et donc la durée en heures, vous voyez que le virus reste infectieux en suspension dans l'atmosphère, enfin dans l'air, en aérosol, vous voyez, c'est 3 heures. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si quelqu'un a toussé dans votre cabinet, 3 heures après, il y a encore possiblement des particules infectieuses en suspension. C'est-à-dire que si le patient sort du cabinet et que vous vous dites, bah, ça y est, je suis seul, je peux tomber le masque, ben non, en fait. Hein, c'est pas si simple. Sur d'autres surfaces inertes, vous voyez que la durée de la stabilité du virus, en gros, à 24 heures, il n'y a plus rien. Hein, c'est-à-dire que si on laisse les objets en quarantaine de 24 heures, a priori, le virus n'a pas survécu.
Alors, pour ce qui est du diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? On a plusieurs pistes pour faire le diagnostic, bien sûr, virologique de cette infection. On va discuter rapidement des tests rapides de détection des antigènes viraux, la PCR, et puis la sérologie, qu'elle soit faite dans des laboratoires d'analyse par des techniques conventionnelles, c'est-à-dire des grosses plateformes, ou par des tests rapides dont il a été question qui seraient disponibles dans les pharmacies ou au cabinet. Alors déjà, le prélèvement, ça, on a tous appris ou réappris à faire un bon prélèvement nasopharyngé. Donc le virus, il se trouve, je vous le rappelle, il ne se trouve pas juste dans le nez, il ne se trouve pas non plus dans la bouche, il se trouve ici au niveau du nasopharynx. Et donc pour faire un bon prélèvement, il faut aller frotter avec les couvillons à ce niveau-là, ce qui fait mal, enfin ce qui est quand même mal, en tout cas c'est assez désagréable. Et si une personne que vous avez prélevée vous dit « Oh non, ça ne m'a pas fait mal », c'est que vous n'avez certainement pas été au bon endroit. Bien sûr, pour faire ce type de prélèvement, il faut vous protéger parce que ça va générer des éternuements, ça va générer éventuellement une toux, donc vous allez avoir une projection de virus éventuellement vers vous. Et puis ensuite, c'est ces dispositifs. Alors, ils ont beaucoup changé de couleur parce que les verts maintenant sont quasiment en rupture nationale de stock. Donc, il y a des roses, des noirs, peu importe, du moment qu'ils sont adaptés à la virologie. Alors, on aurait aimé avoir des prélèvements plus faciles à faire, moins douloureux au niveau de la salive, au niveau de l'oropharynx, on va le voir. Mais ils sont beaucoup moins chargés en virus, beaucoup moins sensibles. Et déjà, comme vous le savez, que la PCR a une sensibilité de l'ordre de 70%, c'est-à-dire que dans 30% des cas, chez 30% des patients réellement infectés, cette PCR sera négative. Eh bien, vous doutez bien que sur un prélèvement encore moins sensible, qui est le nez ou l'oropharynx, eh bien, on va descendre à 50% de sensibilité, c'est-à-dire qu'en gros, autant jeter une pièce en l'air et jouer à pile ou face. Si 50% des malades ont une PCR négative, c'est quand même, ça devient franchement pas très intéressant de faire cet examen. Alors pourquoi cette sensibilité est-elle si médiocre alors que d'habitude la PCR c'est quand même quelque chose de très performant? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est le mauvais prélèvement. Les gens ne vont pas assez loin, souvent, enfin le plus souvent dans les histoires de faux négatifs, c'est un problème de prélèvement. Et puis, il y a également le souci de ces patients qui vont d'emblée développer des infections des voies respiratoires basses. Et donc, le virus réellement n'est plus présent au niveau du pharynx, mais il est déjà descendu dans les poumons. Et là, on va retrouver la PCR positive dans des prélèvements plus profonds, type LBA. Donc, devant un tableau clinique caractéristique, éventuellement un environnement, une épidémiologie très en faveur, la PCR négative, bien sûr, n'exclut pas le diagnostic. Donc, vous pouvez éventuellement la refaire si vous avez un doute sur le prélèvement ou éventuellement faire un prélèvement plus profond. Alors voilà, ça c'était par rapport, vous avez en rouge, donc ce qu'on vous recommande, c'est-à-dire soit l'aspiration endotrachéale, et c'est une sensibilité équivalente à l'écouvillonnage nasopharyngé. Et vous voyez la salive est un log en dessous, moins sensible. Donc, vraiment, préférez le prélèvement nasopharyngé. L'autre chose que vous montre cette figure, c'est la durée d'excrétion du virus par un malade, qu'il soit symptomatique ou non, en nombre de jours. Et vous voyez que, très classiquement, les gens excrètent du virus pendant au moins 3 semaines et jusqu'à 5 semaines. Et on va le voir dans une minute, la sérologie pourra s'être positivée avant, mais en tout cas, ils sont potentiellement contagieux 3 à 5 semaines, et ce, quelle que soit la présentation clinique. Alors, c'est sûr qu'une personne qui tousse, elle est plus contaminante pour son entourage qu'une personne qui est totalement asymptomatique, mais une personne asymptomatique, elle excrète du virus quand même par son nez, par ses selles, et donc si elle se lave mal les mains et si ensuite elle touche un petit peu les poignées de porte, etc., eh bien elle est potentiellement contaminante pour son environnement, ses collègues et son entourage. Donc ça, c'était la PCR. Il y a les antigènes viraux, c'est ce qu'on aurait aimé avoir aux urgences. La PCR, évidemment, il y a quand même plusieurs heures de délai. Un petit doctor's test pour tester les antigènes viraux dans la salive, ça aurait été tellement plus pratique. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais je vous dis juste que pour l'instant, les tests qui sont disponibles ont une sensibilité très mauvaise. Donc, on verra s'il y a d'autres réactifs meilleurs qui vont sortir, mais pour l'instant, ce qui est disponible n'est pas
n'est pas utilisable dans un service d'urgence. Et puis, on va parler un petit peu de sérologie. On a entendu beaucoup parler dans la presse. Donc, vous avez deux possibilités, soit les tests rapides qu'on fait avec du sang capillaire, c'est-à-dire au doigt du malade quasiment. On peut faire ça n'importe où, à la pharmacie, au cabinet, aux urgences, ou les sérologies qu'on va faire qui nécessitent une ponction de sang veineux et qu'on va faire sur sérum. Alors, ces tests rapides, il faut faire bien attention. Donc, vous avez actuellement une liste de tests validés par le CNR qui sont utilisables en diagnostic et qui sont disponibles sur le site de la DGOS, parce qu'il y a plus de 50 références qui existent et il y en a des très mauvais. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, donc il faut vous référer à cette liste si vous voulez vous procurer ces tests. Et donc ceux qui ont été retenus ont des performances donc correctes en diagnostic, c'est-à-dire qu'elles ont au moins 98% de spécificité et au moins 90% de sensibilité à plus de 15 jours des signes cliniques. Ça, c'est une disposition française. En revanche, l'OMS a rappelé encore récemment que ces tests, normalement, n'étaient pas utilisables en diagnostic et qu'ils attendaient des validations cliniques sur des études de plus grande ampleur. Et donc, dans la mesure du possible, il faut préférer les tests ELISA qui sont réalisés dans les laboratoires, qui sont réalisables en 1 à 2 heures, mais effectivement, il faut que le laboratoire dispose de la technique. Le frein, c'est la ponction de sang veineuse. Là, il y a beaucoup moins de kits disponibles. À nouveau, ils ont des performances variables et on a une liste éditée par la DGOS qui nous dit quel kit on doit utiliser, mais donc les laboratoires ne se sont pas équipés des kits qui n'auraient pas été validés par le Centre national de référence. Donc, vous êtes un petit peu protégé là-dessus. Donc, le délai d'apparition des anticorps, il est assez rapide. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, vous voyez, on peut excréter, un malade va excréter du virus pendant 3 à 5 semaines et avoir des anticorps qui apparaissent en quelques jours. On dit que, vous voyez, à peu près à 10 jours post-symptômes, plus de 90% des gens ont des anticorps. Donc, on peut avoir des anticorps et être encore contagieux. Ça fait partie des choses qu'on a entendues à la télé. Si j'ai des anticorps, je suis plus contagieux. Non, c'est pas vrai. Avoir des anticorps, ça signifie avoir été en contact avec le virus. Est-ce que ça signifie être protégé? Vraisemblablement que oui, mais pour l'instant, on n'en a pas la certitude. Cette certitude, on ne peut l'avoir qu'à distance de l'épidémie. Mais par analogie avec le SARS-CoV-1, donc ça, c'est que des résultats obtenus sur le SARS-CoV-1, je précise. C'est, vous voyez en vert, donc l'apparition des IgG, en bleu les IgM, et vous avez en rouge les anticorps neutralisants. Donc les anticorps neutralisants sont produits à peu près en même temps que les G, donc ils apparaissent très vite. Et dans le cas du SARS-CoV-1, ils persistaient plus de 2 ans, sachant qu'ici, ce n'est pas qu'ils ont disparu, c'est que l'étude s'est arrêtée. Donc en tout cas, on estime que l'immunité anti-Covid, elle va persister vraisemblablement comme pour les autres coronavirus, plusieurs mois et sans doute 1 à 2 saisons, au minimum. Après, ça c'est possiblement plus long, mais pour l'instant, on n'a pas d'études sur le sujet. Voilà, donc bien retenir que la séroconversion n'est pas accompagnée d'élimination directe du virus, et que la charge virale, elle décline régulièrement sur plusieurs semaines, mais que vous pouvez avoir assez rapidement des patients qui ont des anticorps. Et donc, ça peut quand même contribuer au diagnostic, soit parce que vous n'avez pas la PCR sur place, soit parce que la PCR n'a pas été faite. C'est vrai que quelqu'un qui présente des signes depuis au moins 1 semaine, on peut aussi lui faire la sérologie, ça peut aider au diagnostic. Voilà, ça c'est le schéma global et on ne peut plus classique de la réponse anticorps après une infection. Il n'y a rien de spécifique au Covid. On fait d'abord des G, puis des M, et puis les M vont disparaître. Bon, rien de très particulier. Et puis ça, c'est une diapo pour vous montrer qu'il y a un vrai intérêt éventuellement à faire la sérologie et la PCR en même temps, parce que je vous ai dit, la PCR a une sensibilité de 70%. Elle est ici, la sensibilité de la PCR, autour de 60-70% dans cette étude. Elle diminue avec le temps, évidemment, entre 15 et 39 jours, on n'est plus qu'à 45%. La spécificité de la sérologie, la sensibilité, par contre, elle augmente. Et quand on additionne les deux, vous voyez que dès le début des signes cliniques, on arrive à une sensibilité de l'ordre de 99%. Donc, du coup, il y a quand même un vrai intérêt à faire les deux en même temps.
pour optimiser la sensibilité du diagnostic et compenser un petit peu ce défaut de sensibilité de la PCR qui est dû, je vous le rappelle, soit des problèmes de réalisation de prélèvements, soit des infections respiratoires basses. Voilà, et donc il y a énormément de publications qui sortent, il y a énormément de choses qui sortent également dans la presse. Le problème principal du Covid, c'est qu'on a encore peu de recul, donc il faut vraiment être assez prudent, surtout les affirmations sur la protection, notamment sur les rechutes, etc. C'est des choses qu'on ne peut absolument pas prédire avec certitude pour l'instant, sans recul. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Je vais passer la parole au professeur Olivier Picon, qui est gynécologue obstétricien dans la maternité de l'hôpital Louis-Mourier et qui est aussi s'occupe aussi du groupe de recherche infection et grossesse et qui est par ailleurs président de la Fédération des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Olivier, tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole pour vous parler un petit peu de l'état des connaissances actuelles sur l'infection à SARS-CoV-2 pendant la grossesse. Et donc, je vais vous montrer les résultats qu'il y a des quelques études qui sont faites chez la femme enceinte. Vous allez voir, finalement, il n'y a pas énormément de données. Alors, la première chose qui est importante par rapport à ce qui vient de se dérouler ces derniers mois, c'est l'effet du confinement. Là, sur cette diapositive, vous voyez à l'hôpital Louis-Mourier, je précise que c'est en région parisienne, 15 jours après le confinement, il y a eu tout de suite une énorme chute du nombre de patientes avec des infections prouvées au SARS-CoV-2. Alors, petite parenthèse, tout ce que vous voyez comme petit drapeau français, c'est les résultats d'études françaises. Sinon, vous verrez des drapeaux des pays concernés, et notamment des pays chinois, pour dire que c'est des études chinoises. Donc là, c'est une étude déclarative en France faite par le groupe de recherche en obstétrique et en gynécologie. Donc, c'est 600 patientes enceintes. Et vous voyez l'effet du lockdown, donc du confinement, sur les cas avec une chute à partir de J15. Donc, le confinement, objectivement, a eu un effet positif sur le taux d'infection chez les femmes enceintes. Et on a remarqué que nos patientes étaient particulièrement attentives à ce respect des mesures d'hygiène dès le début. Et donc, c'est une population très adaptée à ces précautions. Dans ce diaporama, ce qui est intéressant, finalement, c'est de voir aussi quels sont les symptômes qui amenaient les patientes à consulter. Donc ça, c'est une première revue de la littérature chinoise sur 58 cas, donc les 58 premiers cas de femmes enceintes en Chine. Et on s'aperçoit que les premiers signes cliniques les plus importants, c'était la fièvre. Mais la fièvre n'était présente que chez 68% des patientes, devant la toux, 34%, des sensations de malaise, la dyspnée. Donc ce qui est intéressant, c'est que au début, on faisait une obsession sur la fièvre, pas de fièvre, etc., etc. Et la fièvre, elle est loin d'être toujours présente. Dans notre population française, et ça, c'est la publication qui a accepté d'Alexandre Vivanti sur 4 hôpitaux niveau 3 de région parisienne, on s'aperçoit que le signe principal clinique de point d'appel, c'était la toux, ce n'était pas la fièvre, c'était la toux. Plus de 80% des cas devant la fièvre, la dyspnée. Et puis, sur ces études en Europe, sont apparues l'anosmie et la gueusie qui étaient inconnues des études chinoises au début et qui sont un excellent signe d'infection à Covid. Au niveau des complications obstétricales, ce qui est intéressant sur cette première étude d'Alexandre Vivanti, c'est qu'on s'aperçoit que parmi toutes celles qui étaient suivies en ambulatoire, il y en a quand même à peu près 20%, donc à 10 sur 58, qui ont nécessité une hospitalisation secondaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, il y a un biais à tout ça, c'est qu'au début, toutes les patientes n'étaient pas testées. Elles étaient considérées soit positives par défaut ou on ne testait que les plus graves. Mais parmi celles qui ont été testées, toutes n'étaient pas forcément hospitalisées puisqu'il n'y a pas d'indication d'hospitalisation systématique, il n'y a pas un signe de gravité. Il était important de les renvoyer à la maison avec des consignes, avec des rappels de la patiente tous les jours autour de 48 heures pour voir comment elles évoluaient, parce qu'il pouvait tout à fait y avoir l'aggravation au bout de quelques jours, classiquement un J7, avec une dyspnée qui se déclarait. Là, il y avait une déclaration, une indication d'hospitalisation. Donc, vraiment important de ne pas oublier de rappeler les patientes si elles ne sont pas hospitalisées pour vraiment garder contact et leur remettre la main dessus si besoin. Dans cette publication, parmi les patientes qui étaient hospitalisées en soins intensifs versus celles qui ne l'étaient pas, ce qui était intéressant de voir, c'est que le premier facteur pronostic,
c'est le BMI. Les patientes obèses ont plus de risque de faire une forme grave que les patientes non obèses. Si on revient sur l'étude nationale de 600 cas déclarés auprès du GROG, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même eu une mort maternelle dans cette série. Il y en a eu 3 en France à ma connaissance. Et donc, dans celle-là, elle était liée à une patiente qui avait vraiment d'autres pathologies et était grave déjà de base. Dans cette série, il y en avait quand même beaucoup qui ont guéri. Il y a eu 48% de césariennes et on peut noter un taux de prématurité, donc de naissance avant 36 semaines d'aménorrhée, qui était de l'ordre de 28%. Alors 28%, souvent c'est de la prématurité induite. C'est la patiente, elle a une dyspnée, elle est grave, elle a du mal à respirer. On ne s'embête pas, on la césarise tout de suite. C'est notamment le cas entre 32 et 36 semaines. On sait beaucoup que dans beaucoup de maternités, comme on ne savait pas comment ça allait évoluer, on faisait naître le bébé, on réfléchissait après. Et dans certains cas, sur des cas de prématurité extrême, 24, 26 semaines d'aménorrhée, on peut essayer de temporiser, de gagner du temps, mais ce qui explique ce taux de prématurité important et également le taux important de césarienne qu'il y a dans les études chinoises. Les facteurs de risque de gravité étaient également toujours, dans les cas qui étaient critiques, les cas pour lesquels il y avait un BMI important, notamment supérieur à 30. Alors ça, c'est juste par curiosité, c'est écrit petit, donc vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, vous pouvez voir que sur les séries de femmes enceintes, dans ce tableau-là, eh bien, c'est pour ça que toutes ces 5-6 premières colonnes, c'est des séries chinoises et les 2 séries françaises, et qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, et que finalement, les plus grosses séries, c'est la série française 617 cas avec la série de Gilles, et donc 100 cas chez Alexandre Vivanti, et le reste, voilà, 116 cas, mais souvent c'est 13 cas, 16 cas, etc. Donc, des petites cohortes pour lesquelles il est difficile d'avoir des conclusions définitives et surtout avec des pratiques qui sont probablement complètement différentes des nôtres. C'est pour ça que je vous ai séparé les études françaises des études chinoises. Alors, une question importante pour introduire la question de la transmission materno-fœtale, c'est celle de la virémie. Est-ce qu'il y a une virémie dans ce virus? Alors, ce virus, c'est un virus respiratoire et donc pour lequel il n'y a pas ou très peu ou très rarement une virémie. Cette virémie, elle a été retrouvée, il est vrai, mais chez 1 à 15% des patients et particulièrement lorsqu'il s'agissait de formes graves. Et ce qui est aussi à discuter, mais je parle sous contrôle des virologues, c'est qu'effectivement, il y a une optimisation des techniques biologiques pour mettre en évidence le virus qui fait que ça va peut-être augmenter. En tout cas, si virémie il y a souvent, elle est extrêmement faible. Et ça, je reprends un petit peu les données qu'a donné Christelle tout à l'heure, c'est-à-dire que où est-ce qu'on peut retrouver du virus chez les patients? Eh bien, on voit ici qu'on peut en retrouver de temps en temps dans les selles, 30% des cas, et que dans le sang, dans cette série-là, c'était 1% des cas pour lesquels il y avait dans le sang et 0% dans les urines. Alors, quand on parle de PCR, et là, je m'adresse aux cliniciens qui parfois n'arrivent pas à faire la différence. Quand on fait de la PCR, on détecte de l'ADN ou de l'ARN, en l'occurrence de l'ARN, et ce n'est pas parce qu'on a de l'ARN qu'on a du virus vivant, ça peut être de l'ARN qui s'est libéré. Donc, il ne faut pas confondre l'ARN viral que l'on détecte et du virus infectieux. Et d'ailleurs, les Allemands ont montré qu'on peut compter 4 particules infectieuses pour 11 copies d'ARN et que dans certains cas, ils n'avaient même pas réussi à trouver du virus infectieux alors que la PCR était positive. Charles Egloff, donc interne de gynécologie obstétrique, qui fait un master 2 en virologie sur l'animal en modèle de macaque de Zika, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec notre problème, mais du coup, il a été sensibilisé et s'est posé la question de la transmission materno-fœtale. Donc, il a fait ce magnifique petit schéma qui explique que pour une transmission transplacentaire d'un virus, il y a 3 mécanismes possibles, soit l'infection des cellules placentaires et libération de virions dans la circulation fœtale, soit la transcytose de virus libre ou opsonnisé, soit un transport via une cellule sanguine infectée. Et il faut également qu'il y ait un récepteur qui utilise le virus pour pénétrer dans la cellule, qui est rarement présent au niveau du placenta, qui est le récepteur LCE2. Quand Charles Egloff, dans la revue de la littérature qu'il a publiée dans JClin Virol, a fait un petit peu le point sur tous les nouveau-nés, et on s'est aperçu que sur 179 nouveau-nés, il y avait
37 liquides amniotiques qui étaient tous négatifs, des PCR pendant qui étaient toutes négatifs, et par contre quelques PCR nasopharyngés au niveau des nouveau-nés qui pouvaient être positifs, mais ces PCR nasopharyngés étaient réalisés souvent entre 16 et 48 heures de vie. Donc, est-ce que c'était une infection prépartum? C'est possible, mais c'est extrêmement rare, comme je viens de vous le montrer par ces chiffres-là. Une infection perpartum, c'est possible. Hein. Il est possible qu'il y ait une transmission par du virus qui était présent dans les selles, voire éventuellement dans le vagin, ou par la mère qui pousse et qui éternue, qui tousse et qui met du virus présent dans la pièce, dans la salle d'accouchement. Et puis éventuellement en postpartum, il n'y a pas d'argument pour une transmission via le lait, mais un contact parent-enfant par le personnel médical est toujours possible. Attention à l'interprétation des sérologies au cordon qui sont extrêmement peu fiables de manière générale et là également dans le SARS-CoV-2. Donc cette transmission, elle est possible, mais elle est rare. Elle est plus possible si l'atteinte maternelle est grave. Et il y a eu des publications qui ont montré des atteintes placentaires avec du virus qui était mis en évidence à l'intérieur. Et une magnifique publication de Alexandre Vivianti et du célèbre Dr Volofelous qui a montré qu'il y avait une femme qui était en état grave avec un vrai sepsis. Elle était césarisée pour anomalie du rythme, mais il y a eu du virus dans le liquide amniotique au niveau du bébé et au niveau du placenta. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment une authentique transmission materno-fétale prouvée dans une phase extrêmement aiguë. Et là, il n'y a pas de doute sur la transmission materno-fétale. Après, est-ce que les lésions d'IRM qui ont été mises en évidence chez ce bébé sont liées au contexte d'anomalie du rythme, de souffrance fétale, de prématurité? Probablement, l'action directe du virus, c'est peu probable. Et puis, vous voyez ici, en microscopie électronique, on voit très bien le virus au niveau du placenta. Il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on voit du virus dans le placenta qu'il a traversé la barrière materno-fétale. Ça, c'est connu pour les autres virus. Et là, en l'occurrence, dans certaines études, il y avait une authentique atteinte placentaire sans atteinte fétale. Donc, cette transmission materno-fétale du Covid, elle est possible. Elle est potentiellement extrêmement rare. Actuellement, il n'y a aucune donnée pour dire qu'il y a des fétopathies infectieuses, des malformations, des atteintes graves liées à ce virus-là. Mais attention à la limite des données actuelles. Pour l'instant, beaucoup de patientes sont encore enceintes. Les patientes qui ont accouché, généralement, c'était dans la phase aiguë. Donc, il y avait un délai de transmission, un délai entre l'infection et l'accouchement qui est uniquement de quelques jours. Il faudra attendre les résultats des patientes qui ont été infectées au premier ou deuxième trimestre pour voir exactement ce qui se passe. Mais a priori, il n'y a pas de signal d'alerte pour être inquiet. Après, est-ce qu'il y a des risques de fausse couche, de mort fétale, de retard de croissance? C'est peu connu. Il faut rappeler que tout syndrome infectieux chez la femme enceinte peut induire une fausse couche, peut induire une prématurité, peut induire une mort fétale in utero, sans pour autant qu'il y ait transmission materno-fétale. Un petit point sur les thérapeutiques. Je peux vous dire que actuellement, le Haut Conseil de la santé publique va émettre des recommandations et quand on fait le tour de la littérature pour les experts, il faut reconnaître qu'il n'y a aucun traitement spécifique qui soit utilisable à un grand niveau de preuve. Et donc, ces traitements spécifiques doivent être utilisés actuellement dans le cadre d'essais thérapeutiques. En sachant que les femmes enceintes sont exclues des essais thérapeutiques et donc il n'y a aucune donnée de traitement chez les femmes enceintes. Ce qui est important, ce n'est pas le traitement du virus, c'est le traitement de la prise en charge globale, en sachant qu'il y a un risque thrombotique majeur chez les patients infectés par le SARS-CoV-2 et donc des risques de phlébite et d'embolie pulmonaire. Il y a eu beaucoup de décès chez les patients infectés par embolie pulmonaire, donc l'anticoagulation est fondamentale. Une question qui se pose fréquemment, c'est celle de la corticothérapie de maturation pulmonaire, la maturation fœtale. Actuellement, il y a eu des études qui ont été faites sur les corticoïdes dans le SARS-CoV-2 qui ont montré que des corticoïdes à forte dose et prolongée serait plutôt une mauvaise chose pour le pronostic de la personne infectée. Il n'y a pas de données, il n'y a aucun article qui parle de cette prescription à la dose que l'on donne habituellement dans la prévention de la prématurité. Bon, là, je vous ai sorti cet article de l'American Journal of Perinatology, qui est un article d'opinion qui dit qu'il ne faut pas en donner des corticoïdes à cause de l'effet potentiellement grave, mais ce n'est pas la même posologie, ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas les mêmes indications, donc c'est difficile. Et vous voyez que les Américains, qui ont une pratique complètement différente de nous, disent finalement l'autocolyse, elle sert à prolonger la grossesse de 48 heures pour pouvoir donner des corticoïdes. Si les corticoïdes ne marchent pas, ça ne sert à rien de donner une tocolyse. Donc, pas de tocolyse chez la femme enceinte infectée par le SARS-CoV-2.
C'est une pratique évidemment qui est complètement différente de ce que l'on fera en France où on ferait une tocolyse, où on ferait des corticoïdes. Après, évidemment, les corticoïdes sont comme toujours à discuter au cas par cas en fonction du tableau clinique et du risque de prématurité et de bien peser la balance bénéfice-risque. Il y a aussi beaucoup de débats sur l'aspirine. Une patiente qui était sous aspirine, est-ce qu'il faut le poursuivre ou pas? Il faut quand même savoir raison garder. S'il y avait vraiment une bonne indication, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Ce serait un petit peu abusé de continuer, de l'arrêter. Alors, voilà un petit peu les messages clés que l'on peut donner en quelques minutes sur le SARS et grossesse. C'est un vrai défi pour l'organisation des services pour la femme enceinte. C'est un vrai défi pour la prise en charge. Ce qui était extrêmement compliqué, maintenant on commence à voir un peu le jour, c'est que les données sont extrêmement évolutives et il est vrai que les recommandations qu'on a pu donner début mars étaient contredites le 3 mars et remises le 8 mars, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment arriver à suivre un petit peu l'actualité. Et là, on commence à avoir des lignes directrices quand même qui sont assez fiables. Mais soyons vigilants, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Dans cette diapo, je vous mets des sites pour suivre l'évolution des pathologies ou le site des recommandations. Vous pouvez également trouver le site de notre association infection-grossesse.com avec le petit flashcode pour vous y retrouver où on suit un petit peu l'actualité de tout ça. Et puis, je fais aussi un petit peu de pub puisqu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Si vous êtes intéressé par les infections, eh bien, le début de pathologie infectieuse chez la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né vous attend pour l'année prochaine. Inscrivez-vous, il n'y a pas de mémoire à faire. Voilà, j'ai terminé pour ce diaporama. Merci beaucoup, Olivier. On va peut-être prendre un petit peu de temps pour quelques questions au sujet des deux questions qu'on vient d'avoir. Je passe la parole à Henri-Jean Philippe, qui est gynécologue obstétricien également. C'est mon collègue référent pour la chirurgie à l'Agence régionale de santé, à la direction de l'offre de soins. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Christelle et Olivier, pour vos présentations vraiment passionnantes et je pense extrêmement claires pour les uns et les autres. Alors, il y a bien eu un certain nombre de questions dont vous avez donné les réponses, mais je vais quand même les balayer un peu rapidement. Alors, il y avait une première question qui était sur le fait de lever l'isolement en cas de PCR négatif. Donc, c'est plutôt pour Christelle. Donc, quelqu'un qui est suspect d'infection, on lui fait une PCR et elle est négative, est-ce qu'on lève le confinement? Alors, je dirais que si elle est asymptomatique et que c'était une PCR faite à titre systématique, oui. Si on a quand même un tableau clinique compatible avec un Covid, non. Ne serait-ce que parce que les autres virus respiratoires peuvent aussi poser problème de toute façon. Donc, normalement, devant tout syndrome respiratoire, une patiente devrait être isolée. Alors, il y avait une autre question sur l'excrétion pendant 3 à 5 semaines, ce qui pose la question de la durée de la quarantaine, entre parenthèses. Et alors, justement, un auditeur un participant a posé la question, mais alors comment évaluer la contagiosité? Est-ce qu'il y a des moyens d'évaluer la contagiosité et donc de donner des consignes? C'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, comme vous le rappelez Olivier, une PCR positive, ce n'est pas forcément du virus vivant. Mais aujourd'hui, la culture, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas au quotidien et qui est de toute façon moins sensible que la PCR. Donc, on est devant la quadrature du cercle. Donc, non, je n'ai pas de moyen. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un qui est PCR neg, il est plus contagieux, ça c'est sûr. Mais quelqu'un qui a une PCR positive, il est possiblement contagieux. Mais peut-être peu. Après, on estime quand même qu'à 3 à 5 semaines après le début de l'infection, si on n'est plus symptomatique, c'est-à-dire que si on ne tousse plus, si on n'éternue plus, probablement qu'on l'est un peu moins. Mais ce serait faux de dire qu'on ne l'est plus du tout. Les recommandations habituelles sont une période beaucoup plus courte que 3 à 5 semaines après une période asymptomatique, non? Oui, mais elle se basait, alors je ne sais pas trop sur quoi, il y a un papier, mais sur très très peu de cas, je crois. Il y avait moins de 10 cas où effectivement ils avaient fait de la culture, ils avaient montré qu'au bout d'une semaine, il n'y avait plus de virus vivant. Ah oui? Encore une fois, ça reste un virus fragile, la culture c'est moins sensible. Donc est-ce que c'est un défaut de sensibilité de la culture? Et ensuite, extrapoler 5 cas, même si c'était un très beau papier dans Nature, moi ça me paraît vraiment compliqué. Et il n'y a rien eu d'autre depuis. Donc il faut être prudent quand même. Il faut être prudent. Après, si la personne elle respecte bien les mesures barrières, ça on a montré que ça marchait bien.
Donc, quelqu'un qui est asymptomatique, parce qu'on s'est posé la question pour le personnel médical notamment, à qui on a dit, au bout d'une semaine, si vous allez bien, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir en respectant les mesures barrières, le masque, le lavage des mains, etc., si vous n'êtes plus symptomatique. Ok. Il y avait une autre question, et après il y aura 2-3 petites questions pour Olivier Picone, sur les sérologies. Finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des sérologies aux soignants pour modifier la prise en charge des patients, si elle est positive? Forcément, c'est un peu dans cette idée-là qu'on les a faites, de se dire que s'il y a une deuxième vague, on va préférer mettre les gens séronégatifs, les mettre plutôt à l'abri, et les gens séropositifs, les remettre au front. Voilà, mais... Donc, c'est plutôt logique. Ouais, voilà. Sans argument clinique, c'est scientifique, quoi. Non, aucun. Alors, 3 questions pour notre ami, le professeur Olivier Picone. Alors, il y a la question du passage. Je les donne les deux d'un coup déjà. Il y en a une sur le passage transplacentaire. La deuxième question, c'est est-ce que ça peut être une cause de retard de croissance intra-utérin, et notamment en voyant l'impact sur l'hémostase. Donc, c'est ces 2 questions d'abord. Et puis, une autre question sur le diagnostic anténatal. Est-ce qu'on peut faire finalement des gestes invasifs sur le fœtus ou sur la cavité amniotique dans un contexte d'épidémie, qu'il y ait ou non un portage de virus? Alors, la question sur le retard de croissance, pour l'instant, on n'en sait rien. Comme je l'ai dit, la virémie est extrêmement rare, donc il y a une atteinte placentaire qui explique le retard de croissance. En théorie, oui, mais en fait, on n'en sait rien. Je pense que là où il y a le plus de risques, c'est les patientes qui ont été le plus gravement atteintes. Alors, une patiente qui a été, par exemple, intubée, ventilée, je pense qu'il est légitime de faire une surveillance échographique du cerveau fœtal et éventuellement une IRM pour rechercher des signes secondaires et une hypoxie cérébrale fœtale. Donc ça me paraît indiqué. Ces cas-là sont heureusement extrêmement rares. Mais je dirais que c'est un peu comme une patiente qui est passée en réa pour une intox océo. Il faut surveiller le cerveau fœtal et faire une IRM cérébrale fœtale, et on peut faire des échographies tous les 3 semaines au moins pour vérifier la croissance. Actuellement, on n'a pas montré dans les formes graves de retard de croissance, mais peut-être que ça va arriver dans les semaines ou dans les mois à venir. Ça, c'est la première chose. La transmission materno fœtale, donc très rare. Je dois avouer que c'est vrai que sur les morts in utero qu'on a eu, heureusement, on n'a pas eu plus que d'habitude pendant cette période-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de centres de diagnostic prénatal qui, sur des morts in utero, font des amniosynthèses à la recherche du virus pour savoir s'ils ne seraient pas responsables de ces morts in utero. Ça, c'est sans preuve, et je dirais que c'est à visée un petit peu probabiliste. Et puis après, sur un geste invasif, pour une patiente qui a une bonne indication, évidemment, je pense qu'il faut le faire. Il n'y a aucune indication de ne pas le faire. Il faut faire la myosynthèse ou la biopsie du trophoblaste. Après, sur une patiente malade qui a de la fièvre, de toute façon, ça, il y a un risque de fausse couche. Donc, que ce soit ça ou autre chose, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, c'est pas la peine de contaminer la pièce si la patiente est malade. Dans ce cas-là, il faut surseoir au geste, sauf si c'est une urgence de diagnostic prénatal. Mais sinon, il n'y a pas de raison de surseoir à un geste et de perdre du temps dans la prise en charge d'une patiente en ce moment, juste parce qu'il y a une épidémie nationale si la patiente n'a rien. Il y a une dernière question qui est un peu à la limite de notre champ, c'est sur est-ce qu'il y a une explication pour expliquer que les enfants finalement sont moins sensibles, et il y a beaucoup moins de formes graves chez les enfants. Est-ce qu'il y a une explication clinique, biologique, virologique? Non, c'est encore trop tôt. Probablement que les enfants sont plus... une des hypothèses qui paraît assez raisonnable ils font beaucoup d'infections, et donc ils ont une espèce de tolérance immunitaire qui est plus élevée. Et donc ils sont moins sensibles à ce fameux orage cytokinique qui fait les formes graves. Mais tout ça, c'est très... Je pense qu'il faut rester très prudent, et que c'est l'avenir qui nous le dira, et les futures recherches. Ok, écoutez, merci beaucoup, et on continue. Voilà, donc je vais passer la parole à Cécile Cazé. On pourra revenir à la fin, j'espère qu'il restera du temps pour d'autres questions. Cécile Cazé. Voilà, donc la crise sanitaire, donc elle a testé un peu notre système de santé et notre agilité à se réorganiser, comme l'a dit Olivier Picone, sur les organisations hospitalières, mais pas uniquement à l'hôpital. Et surtout, elle va avoir mis un peu en évidence les difficultés qui étaient déjà existantes, mais aussi elle a révélé notre capacité à innover et à s'adapter avec de nouvelles contraintes.
Donc, au niveau des réseaux de santé de périnatalité d'Île-de-France, on a pu observer et recenser des initiatives qui ont été mises en place par les partenaires du terrain. Et donc, la présentation du jour, elle a pour objectif de vous les partager et de voir dans quelle mesure elles pourraient être pérennisées pour améliorer les parcours en périnatalité. Donc l'expérience du Covid, effectivement, elle a favorisé la collaboration entre les établissements publics et privés, notamment sur les établissements publics qui avaient eu un afflux massif de patients Covid et où les services de réanimation ont été submergés et tout ce qui était, par exemple, bloc, SSPI, ont été redirigés vers la réanimation adulte. Et il a fallu réorganiser rapidement l'accès aux activités dites programmées, mais quand même importantes, comme les césariennes ou les IVG sous-âgés. Et donc, du coup, il y a eu sur le 95, le 93, le 91, certainement sur d'autres secteurs encore, des plateaux techniques privés qui ont accueilli ces activités programmées. Il y a eu aussi la mutualisation de certains moyens matériels avec des cliniques qui ont fait des prêts de matériel aux hôpitaux publics qui étaient mis en difficulté par l'afflux massif des patients de Covid+. Il y a eu aussi la collaboration ville-hôpital. Donc, on peut noter que certaines sages-femmes libérales ou même de PMI ont repris des activités à l'hôpital pour venir des équipes hospitalières qui étaient en difficulté. Il y a eu aussi toute la collaboration ville-hôpital autour des parcours de grossesse, réponse rapide de la HAS, avec effectivement le bas risque plutôt vers la ville, les articulations aussi avec les pharmacies et les laboratoires. On a dit le Covid, ça avait quand même généré un contexte très anxiogène pour les parents. Les futures mamans, effectivement, le fait qu'on ne sache pas si elles allaient pouvoir être accompagnées, si elles allaient on a même entendu est-ce qu'elles allaient avoir des péris puisque les anesthésistes pouvaient être réquisitionnés sur la réanimation adulte. Donc, il y a eu pas mal de bruit qui ont tourné qui a généré, en plus du fait qu'on ne savait pas grand-chose de ce virus, sur la prise en charge au moment de l'accouchement. Mais effectivement, ça a mis aussi en évidence qu'il fallait prendre en compte le soutien psychologique et la santé mentale des patientes pendant les parcours de grossesse. Et puis effectivement, tout ce qui était organisation territoriale, on sait tous les partenaires se sont organisés ensemble pour pouvoir justement s'adapter. Et il y a eu des choses qui ont pu être possibles parce qu'on a un peu levé la lourdeur administrative habituelle, levé les normes, ce qui fait qu'on a gagné du temps, juste par exemple pour la mise en place de protocoles ou juste d'organisation. Les choses se sont faites de manière assez rapide par rapport à d'habitude où ça met beaucoup de temps. Par rapport à la collaboration ville-hôpital, si on fait un petit focus dessus, c'est vrai que les réseaux, on a fait un annuaire des acteurs de ville qui étaient encore en activité pendant le Covid pour lister un peu tous ceux qui étaient encore présents, qui avaient maintenu leur activité pour venir en soutien à l'hôpital, notamment les échographistes qui ont pu récupérer une partie des échographies de grossesse pour libérer les services hospitaliers, les centres de PMI qui étaient encore en activité ou qui étaient regroupés, et puis tous les professionnels de ville qui se sont organisés pour maintenir une activité en présentiel ou en téléconsultation. Ce qui a été très important aussi, c'était qu'effectivement, c'était la notion de référent de grossesse, puisque c'était plus compliqué pendant le Covid de maintenir un suivi, et qu'effectivement, si la patiente, elle a une personne référente de sa grossesse, c'était un peu plus simple pour assurer le suivi. Concernant les sorties de maternité, alors elles ont été fortement mises à mal puisque les conseillers Prado qui passaient normalement dans les suites de couches ont interrompu leur visite. Pendant une quinzaine de jours, il n'y a plus eu du tout de Prado. Puis après, ça a repris par téléphone. Mais c'est vrai que du coup, les sorties de maternité ont reposé essentiellement sur les services de suite de couches et les professionnels qui travaillent en suite de couches. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, même si les réponses rapides HAS préconisaient les sorties précoces de toutes les patientes qui étaient éligibles, il y avait quand même tout un travail à faire au niveau des services de suite de couches pour vérifier cette éligibilité,
s'assurer de faire le lien avec la sage-femme libérale ou les PMI pour les visites à domicile, même si pendant le Covid, c'était peu fréquent, mais en tout cas, si on essaye de se projeter sur le post-Covid, effectivement, ce lien-là reste important. Et puis, l'organisation du circuit retour, parce qu'on parle souvent de l'ictère néonatal comme risque principal des sorties précoces. Effectivement, il faut s'assurer de pouvoir derrière prendre en charge en photothérapie ces enfants qui nécessiteraient une réhospitalisation. Si la patiente a un contact en anténatal, avec le libre choix de son professionnel de suivi, eh bien, on se rend bien compte que les sorties de maternité sont beaucoup plus simples et faciles à mettre en œuvre, plutôt que si la personne n'a aucun référent en ville. Et pour ça, effectivement, ça demande du temps pour organiser ces sorties. Et donc, effectivement, il faut plus de professionnels en maternité pour assurer cette coordination de sortie. Alors, effectivement, on parle de co-construire. Pourquoi est-ce que co-construire, c'est important? C'est de travailler ensemble entre les professionnels de ville et les professionnels de la maternité, puisqu'on n'a pas forcément connaissance des contraintes des uns et des autres, et que si on veut que les parcours fonctionnent, il faut les cibler ensemble. Si on arrive en plus à associer les usagers, je pense qu'on aura tout gagné pour une meilleure adhésion au suivi. Donc, l'accouchement, ce n'est pas la fin du parcours, ce n'est qu'une étape, une étape importante, certes, mais une étape dans le parcours de périnatalité. Donc, si on parle des usagers, effectivement, il y a eu tout un volet des réseaux de périnatalité sur l'information aux usagers. Je pense que même au niveau des maternités, vous avez pu facilement essayer d'informer sur comment vous vous organisez pour assurer le suivi auprès des femmes qui étaient suivies à la maternité. Alors, il y a eu certaines initiatives. Donc, c'est vrai qu'au niveau national, on a mutualisé un peu les bonnes idées. Donc, par exemple, c'est une initiative là, que je vous présente du réseau Nouvelle-Aquitaine qui a fait un partenariat avec la CAF pour lister les ressources en soins et périnatalité dans le contexte du Covid. Donc là, je vous présente la fiche du réseau santé périnatale parisien. Il y a eu la même sur d'autres réseaux d'Île-de-France. Et donc, en fait, elle listait les ressources locales pour les patientes et ça a été envoyé par SMS, par la CAF, à toute femme enceinte et aux patientes qui venaient d'accoucher. Sur certains secteurs, ça a même été traduit en plusieurs langues, puisque sur les patientes qui sont allophones, ça leur permettait d'avoir quand même un moyen d'information. Ensuite, il y a eu, donc, on avait dit tout à l'heure, la prise en charge psychologique des patientes avec le contexte anxiogène. Donc, il y a eu certaines initiatives aussi de lignes d'écoute pour les professionnels. Je pense que tout ça, vous les avez déjà eues, mais aussi pour le soutien psychologique des futurs parents. Et ça a obligé un petit peu de travailler sur les structures de prise en charge en aval justement de l'évaluation qui aurait pu être faite par ces soutiens psychologiques. Donc là, je vais laisser la parole à Rosine Masson qui va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur le conseil départemental. Alors, c'est vrai qu'en PMI, comme le disait Cécile, on a été amené à organiser dès le début du confinement nos centres de PMI en les regroupant dans un premier temps. Et au fil des semaines du confinement, on a élargi au fur et à mesure qu'on avait plus de visibilité sur les professionnels qu'on pouvait mobiliser du fait de l'absence pour garde d'enfants ou l'absence pour fragilité. En fait, la plupart des centres de PMI et des services de PMI d'Île-de-France ont essayé de s'organiser comme ça en mutualisant. Et alors, avec de fait des professionnels qui étaient en première ligne et qui recevaient les usagers et énormément de professionnels qui n'étaient pas, je dirais, indispensables en première ligne sur le terrain. Je pense bien évidemment aux psychologues, aux conseillères conjugales, puisque bon, l'idée c'était quand même de limiter les contacts, et donc il a fallu s'organiser pour trouver d'autres modalités pour garder contact avec nos publics. Et donc notamment, s'est posé la question qu'on a d'ailleurs discuté lors de réunions avec les maternités, du fait de la fragilité un peu psychologique qui apparaissait pendant la grossesse et après la naissance, liée au confinement, liée au caractère anxiogène de la pandémie. Et donc, on a vite repéré dans tous les services de PMI d'Île-de-France l'intérêt de la mise à disposition
d'un premier niveau d'écoute téléphonique. Alors, par exemple, à Paris, ils ont fait ça en postpartum en appelant systématiquement les femmes qui venaient d'accoucher à partir des certificats de santé du 8e jour. Bon, en Seine-Saint-Denis, on a, à l'initiative du réseau NEF et en discutant avec le réseau NEF, on a mobilisé un certain nombre de nos psychologues avec une adresse mail qui permettait soit aux professionnels en contact avec les femmes pendant la grossesse ou après la naissance, soit aux femmes elles-mêmes, à travers la fiche d'information, puisque cette adresse mail apparaissait, de pouvoir joindre une psychologue pour un premier niveau d'écoute téléphonique. Alors, en parallèle, les psychologues de PMI ont été en Seine-Saint-Denis, par exemple, sollicités pour répondre aussi aux besoins d'autres publics, personnes âgées, personnes handicapées, publics fragiles du service social départemental, parce que véritablement cette période justifiait ce premier niveau d'écoute téléphonique qui pouvait déboucher sur un suivi, je dirais, ponctuel et surtout une orientation vers les services adaptés. Ce concept de consultation téléphonique ou de téléconsultation, pour nous, ça a été vraiment quelque chose de très, très nouveau pour les services de PMI, comme une nouvelle offre de services qu'on a testé du coup à large échelle, aussi bien pour les médecins, les sages-femmes, les psychologues, les conseillères conjugales et les puéricultrices qui ont vraiment de façon majeure appelé bien évidemment les parents qui étaient suivis, ou les femmes enceintes qui étaient suivies, ou les publics de planification familiale qui étaient suivis, mais également pu répondre à des nouvelles demandes. Si je prends l'exemple des conseillères conjugales, ça a été vraiment un constat d'un recours finalement relativement facilité, y compris pour des publics fragiles, parce que vraiment le contact téléphonique permettait un premier contact un peu à distance, mais où finalement les choses peuvent se dire, y compris bien évidemment pour les publics qui avaient des difficultés à se déplacer, ou pour les femmes qui travaillaient, qui continuaient à travailler. Et donc, c'était une première marche, notamment pour la prise en compte des violences intrafamiliales, mais avec la nécessité, et on commence là avec le déconfinement, à revoir les femmes en présentiel, bien évidemment. On a eu également une expérience assez réussie dans le cadre de l'IVG médicamenteuse, avec à la fois une consultation présentielle pour signer l'accord, la première prise de médicaments, mais également les examens complémentaires qui étaient envoyés en amont avec des ordonnances scannées, et puis une consultation de contrôle par téléphone. Donc finalement, je dirais une expérimentation de cette approche par consultation téléphonique et téléconsultation en PMI vraiment intéressante, et que nous, on souhaite poursuivre après, je dirais, en continu et en générique de notre activité de PMI. Alors, si on continue un peu sur les initiatives 2.0, en termes de communication, il y a eu énormément de groupes WhatsApp, donc je pense que chacun d'entre vous pourrait avoir un exemple à nous donner. En tout cas, voilà, si on essaye de faire le point un petit peu ce qui s'est passé au niveau des réseaux, on sait qu'il y a eu des groupes WhatsApp qui se sont créés entre les maternités d'un même réseau pour faciliter notamment les transferts de patientes, dans le cas des césariennes programmées justement qui devaient être délocalisées sur des plateaux techniques puisque certaines maternités étaient en difficulté par rapport à ça. Il y a eu aussi des groupes WhatsApp entre les professionnels, donc entre des professionnels de PMI, entre différents centres, au sein de réseaux de proximité, au niveau des libéraux. Nous, on avait par exemple créé un groupe WhatsApp pour les sages-femmes libérales qui prenaient en charge les patientes Covid+, en sortie de maternité. Ce qui a aussi beaucoup émergé, c'est la visioconférence. Donc, effectivement, ça a permis de faire des réunions sans le présentiel, mais justement de faire des partages d'expériences, tout ce qui était gestion de cellules de crise. Et puis, effectivement, ça, c'est certainement une initiative à garder, puisqu'on connaît tous les difficultés d'embouteillage en région Île-de-France, et que ce serait certainement pertinent de continuer ce système pour optimiser le temps, moins de trajets, on se limite juste au temps de réunion, et du coup, on est certainement plus efficient. En termes aussi de communication, il y a eu pendant la pandémie beaucoup d'animations territoriales qui a été menée à différents niveaux. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand ces niveaux s'articulent les uns avec les autres
pour justement porter une même information et être cohérent. Il y a eu énormément d'informations qu'a diffusées pendant la crise. Et c'est vrai que, par exemple, au niveau des réseaux, on a un petit peu recensé, classé les informations pour pouvoir les redistribuer aux professionnels. Il y a eu aussi des maternités qui ont envoyé des mailings à leur réseau de proximité de ville pour échanger un petit peu sur comment elles s'étaient organisées en interne, c'était de donner de l'information. Et nous, par exemple, au niveau des réseaux, on a eu des messages de remerciement sur le soutien et l'accompagnement que les professionnels, surtout en ville, avaient eu, parce qu'ils se sentaient moins seuls du coup, parce qu'ils avaient quand même ces petits mails qui arrivaient toutes les semaines pour les tenir informés des nouveautés ou des mises à jour. Donc, tout ça, ça montre bien l'importance d'avoir des outils de transmission d'informations ville-hôpital qui soient simples, rapides, faciles à utiliser. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est cette fameuse interopérabilité de nos systèmes d'information entre la ville et l'hôpital pour garantir la sécurité des échanges et des données, même si là, pendant la crise, on a été un peu plus permissif sur certains outils. Mais c'est vrai, par exemple, WhatsApp, tout le monde sait à peu près l'utiliser, c'est simple à installer et c'est très pratique pour échanger. Donc, pour finir, je fais un petit point sur les territoires avec les populations vulnérables. Ce qu'on peut dire, c'est que la crise, ça a été un réel révélateur des inégalités, tant en termes d'accès aux soins qu'en termes d'offres de soins. Tout à l'heure, Olivier Picon disait que les patientes qui avaient été les plus touchées par le Covid étaient les patientes obèses. Le lien entre obésité et précarité n'est plus à faire. Donc, le lien entre Covid et précarité suit le même schéma. Donc, ce qui semble important, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces territoires-là qui sont déjà en tension habituellement, la crise a vraiment mis en exergue l'ensemble de ces difficultés. Et effectivement, c'est la nécessité d'un travail qui est collaboratif en transversal, médico-psychosocial, puisqu'en général, ces patients ont quand même des situations complexes et qu'agir uniquement sur la santé ne peut pas résoudre le problème dans sa globalité. Et donc, on est obligé de décloisonner et de travailler en réseau, alors ville-hôpital, mais aussi transversal, social, psychologique et médical. Donc, il y a déjà des initiatives sur certains territoires de cette prise en charge globale des patientes qui montrent une efficacité à l'adhésion aux soins. Et donc, tous ces outils-là sont à développer. Et ce qu'on arrive à faire sur les populations vulnérables sera toujours bénéfique pour des populations qui seront moins vulnérables. Travailler sur ces territoires ou au contact des populations vulnérables demande une grande mobilisation des professionnels de santé. Alors, ça ne veut pas dire que sur les autres territoires où les populations sont moins vulnérables, il n'y a pas de mobilisation des professionnels de santé, mais c'est juste que c'est encore plus d'énergie, encore plus d'innovation, encore plus de créativité et de solidarité pour accompagner ces publics fragiles. Et donc, du coup, il faut vraiment développer la démarche d'aller vers. Et là, je repasse la parole à Rosine Masson qui va vous donner quelques exemples qui vont se mettre en place. Oui, l'expérience là qu'on a faite là, avec le confinement nous a obligés. Je disais, on a ouvert que 22 centres, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Alors d'habitude, on en a 112 qui sont ouverts sur les sites. Il a fallu que rapidement, on change de braquet et que on maille quand même le territoire parce qu'on avait des problèmes de mobilité de publics les plus fragiles qui, d'ailleurs, se faisaient contrôler et n'avaient pas toujours leur attestation pour se déplacer et se prenaient en plus une amende pour 235 € parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi ils allaient dans le centre de PMI si loin de chez eux, je dirais. Donc, il a fallu qu'on s'organise. Ça a mis donc en perspective le fait que certes, la proximité joue, mais qu'en effet, il faut qu'on soit en capacité d'aller encore plus loin dans le aller vers. Donc, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, là, dans le cadre de la stratégie pauvreté, on va déployer là, à partir de juillet une équipe mobile avec sage-femme, assistante sociale et un médiateur santé. Et puis, on va développer dans le même temps, dans les suites du constat qu'on a fait sur l'accès aux droits, notamment des femmes enceintes, qui était quand même encore assez problématique pour notre territoire de Seine-Saint-Denis,
on met en place à partir de la rentrée des équipes mobiles d'ouverture de droit qui vont être carrément dans les centres de PMI ou aller au plus près des femmes enceintes pour pouvoir ouvrir leurs droits et être le premier niveau de base, le socle de base pour pouvoir accéder aux soins. Voilà, je pense que vraiment cet aller vers est apparu quand même comme quelque chose de totalement complémentaire. On ne peut pas simplement attendre les publics les plus fragiles dans nos centres, ce n'était pas possible. Donc voilà, donc pour conclure, effectivement, sur les territoires, on va dire, avec population vulnérable, il y a une nécessité de les rendre attractifs parce que travailler auprès de ces publics, ça demande effectivement beaucoup d'énergie, mais c'est aussi une grande richesse professionnelle. On en apprend beaucoup. On va faire la on dit souvent que la Seine-Saint-Denis, c'est un peu comme les dom-toms, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore la mer et les palmiers. Mais voilà, il y a des choses qui se sont faites sur les territoires d'outre-mer. Ce serait intéressant de pouvoir proposer la même chose pour que les professionnels aient envie de venir ou en tout cas de s'investir auprès de ces populations vulnérables. Merci. Merci. Merci Cécile, merci Roselyne. Je vais passer la parole à Adrien Gantois, qui est sage-femme libérale et président du Conseil du Collège national des sages-femmes. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Donc merci de m'inviter à cette session webinaire périnatalité et Covid-19 par l'ARS. Je vais donc vous présenter une enquête qui a été émise à destination des sages-femmes en France, au territoire national. Et donc, on a pu extraire des données sur la région Île-de-France que je vais vous exposer juste après vous avoir présenté un peu quels ont été les différents travaux menés depuis le début de la crise. Donc, comme vous pouvez le voir là, ici, on a une timeline, ce qui permet d'identifier un peu les différentes dates qui ont nécessité justement à ce qu'on adapte des préconisations, des travaux à la fois qui fassent émerger les problématiques territoriales, comme le disait Cécile. Chaque territoire a connu la crise différemment. Et donc, il a fallu qu'on adapte ces messages. Et pour ça, il a fallu qu'on soit à l'écoute de tous les territoires, d'où la création d'une cellule de crise sage-femme qui nous a permis de rassembler, en tout cas, quelles étaient les problématiques rencontrées. Et cela concernant tout mode d'exercice, à la fois à l'hôpital, en libéral, mais aussi en PMI. L'idée aussi, c'était de pouvoir faire remonter ces problèmes, que ce soit au niveau du conseil scientifique du collège, mais aussi évidemment à la HAS, puisqu'il y a eu des fiches rapides, des réponses rapides qui ont été effectuées pour intégrer toute cette dimension interprofessionnelle avec à la fois l'avis des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes, des pédiatres. L'idée, c'était justement de rassembler toutes ces expertises pour pouvoir avoir un discours clair, cohérent et faire en sorte que chacun s'y retrouve et faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les différents modes d'exercice, que ce soit dans les établissements, au sein des établissements ou même en ville. De par ces éléments d'information, de préconisation qui ont été effectués, il a fallu aussi savoir quelles étaient leurs applications dans les faits au sein des territoires, d'où la création de 2 enquêtes qui ont été faites dès le début de la crise. Donc, il y a eu une première enquête Covid Flash 1 qui a été faite le 16 mars et celle dont je vais vous présenter qui a été faite un peu plus tard, mais qui a été faite dans une période qui correspond au confinement, donc aux alentours du 29 avril jusqu'au 15 mai. Donc, cette enquête, elle a été faite en lien avec Anne Rousseau, qui est maître de conférence et sage-femme à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et qui a été mise en relation avec le groupe Accor, qui est un groupe de recherche qui a vraiment pour objectif de travailler sur les soins primaires. Donc, d'où, comme son nom l'indique, assembler, coordonner, comprendre, rechercher, débattre en soins primaires. L'idée, les objectifs de cette enquête, c'était de décrire l'adaptation des pratiques. Donc, je ne vais pas refaire le point. Je pense que là, il y a eu un premier item qui a montré un peu quelles étaient les problématiques attenantes à cette crise sanitaire de la Covid-19 et quelles étaient du moins les mesures à mettre en place, que ce soit à l'hôpital
ou en cabinet pour justement freiner cette pandémie. Et donc, il a fallu décrire du coup cette adaptation des pratiques dans tout mode d'exercice. Étudier la mise en place des téléconsultations, parce que ça a été véritablement une mesure, on va dire, qui a été primordiale dès le début de la crise. Il a fallu qu'on adapte la prise en charge et que tout professionnel puisse avoir accès à la téléconsultation. Il faut savoir que cette téléconsultation est effective jusqu'à dans le cadre de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si cette téléconsultation sera toujours effective après cet état d'urgence. Il a fallu décrire les répercussions de la crise sur le lien ville-hôpital, sur les parcours de soins. Alors, comme vous savez, hein, il y a des réseaux de santé périnatale, il y a des synergies qui se font au sein des réseaux de santé de proximité, au sein de CPTS, comme l'a indiqué Cécile Cazet. Pour autant, il fallait vraiment savoir si ces éléments, ces dispositifs étaient encore effectifs durant la crise et savoir si, quelque part, dans les territoires où il n'y avait pas ce genre de coordination lien ville-hôpital, quels étaient les moyens, qu'est-ce qui a pu évoluer ou pas durant cette crise. Et enfin, on a pu évaluer le stress et l'anxiété des sages-femmes face à l'épidémie. Il faut savoir qu'on avait par ailleurs une enquête qui a été publiée récemment par le collège sur les conditions de travail, qui montre bien les difficultés et des conditions de travail qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui nous est demandé. Et donc, il a fallu aussi qu'on sache si cette crise sanitaire allait avoir un impact encore plus négatif sur ces conditions de travail. Donc, il y a eu trois versants qui ont été étudiés, un versant libéral, un versant territorial qui correspond essentiellement aux sages-femmes de PMI, mais aussi de planning familial, et le versant hospitalier. Donc, sur le versant libéral, en Île-de-France, on a pu avoir 287 réponses, ce qui nous permet d'avoir une représentativité assez importante de cette enquête sur le versant libéral, ce pourquoi je vais principalement me focaliser sur ce versant. Donc, sur cet échantillon, on voit bien que sur l'âge en particulier des professionnels qui ont répondu à cette enquête, ça correspond, que ce soit l'âge, le sexe et l'expérience, à peu près, on va dire, aux données qu'on a au niveau national. Au niveau des modes d'exercice, ce qui est intéressant, c'est de voir cette progression qu'on savait déjà, mais qui montre bien que le caractère pluriprofessionnel, du moins en ambulatoire, dans les soins primaires, est de plus en plus important. Et ensuite, on a pu voir là un chiffre qui tout de même est important, mais qui nécessite d'être étudié comme on l'a vu. Ces tests ne sont pas encore révélateurs vraiment d'une infection ou pas, mais on a eu quand même 14 sages-femmes qui du coup ont été diagnostiquées Covid+. Sur l'adaptation de l'activité des sages-femmes libérales. Donc, il y a, dans le cadre des réponses rapides de la Haute Autorité de Santé, il a été dit d'actualiser, d'adapter sa pratique et donc son activité. Il y avait donc des actes. Si je prends par exemple que ce soit la préparation à la naissance collective ou la médecine alternative, ou même la rééducation périnéale, ces actes-là il était donc préconisé de décaler, d'annuler ces actes, puisqu'elles ne répondaient pas, du moins à ces mesures de précaution, ces mesures de distanciation physique, et qu'il fallait protéger et respecter, faire en sorte que ça soit respecté au sein de tous les cabinets. Il faut savoir que beaucoup d'éléments ont été émis par les établissements de santé, mais que beaucoup de sages-femmes libérales attendaient aussi à ce qu'on puisse les aiguiller dans leur pratique. Et donc là, on peut voir qu'au niveau de cette adaptation d'activité, on voit que ce qui a été maintenu, c'est donc l'entretien prénatal précoce, avec ce qui est plutôt rassurant, les consultations de suivi de grossesse, le suivi postnatal, comme le disait Cécile, c'était important aussi
d'assurer le lien et surtout faire face à l'isolement et aussi aux problèmes sous-jacents à cette distanciation physique qu'il fallait respecter dans beaucoup d'établissements qui nécessitaient, par mesure de précaution, que l'accompagnant ne soit pas présent en suite de couche. Tout ça a évidemment évolué au fur et à mesure des jours et des semaines lorsqu'on a eu des articles qui étaient, on va dire, rassurants sur le rôle de l'accompagnant. Et ça correspond aussi d'ailleurs à tous les travaux qu'on a effectués aussi avec le CFEF sur comment adapter la pratique dans le cadre des échographies. En tout cas sur les actes, on va dire, prépondérants, on voit bien qu'il y a eu, disons, un maintien des axes qui avaient été préconisés dans le cadre des réponses rapides. Ensuite, sur les téléconsultations, on voit bien qu'il y a des actes qui ont nécessité plus de téléconsultations que d'autres. Par exemple, l'entretien prénatal précoce. Alors pareil, ça c'est dans des conditions, on va dire, Île-de-France. Après, il nous reste aussi à étudier un élément, une variable qui est un peu qui est la fracture numérique. C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines femmes qui n'ont pas accès au numérique. Et donc, la téléconsultation, dans le cadre de l'entretien prénatal précoce, où il y a ce dépistage de vulnérabilité, etc., c'est un élément qu'il va falloir qu'on étudie, qu'il va falloir étudier sur la compatibilité entre la téléconsultation et les vulnérabilités sociales. Ensuite, on a évidemment les préparations à la naissance qui ont du coup été en grande majorité déployées par téléconsultation. Alors évidemment, les outils dédiés à la téléconsultation n'étaient pas adaptés aux séances de préparation à la naissance collective. Donc, il a fallu s'adapter avec les moyens du bord. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Cécile sur le groupe WhatsApp. Et bien, généralement, dans les séances de préparation à la naissance collective, les sages-femmes les faisaient avec Zoom ou Skype pour justement permettre ces séances de préparation qui sont quand même extrêmement importantes et qui étaient aussi un moyen d'avoir ce lien pour des femmes, des couples qui en avaient besoin, dans un sens où on sait très bien que le premier dommage collatéral du confinement, qui est une mesure essentielle pour faire face à cette pandémie, c'était quand même l'isolement social et familial. Et on sait qu'il a un impact négatif sur la gestion du stress. Et donc, il nous paraissait essentiel de les maintenir. Ensuite, sur la question de la prescription de la contraception, ça c'est aussi important parce que, comme vous l'avez pu voir par ailleurs, le suivi gynécologique a été du moins reporté, voire annulé. Et donc, il a fallu aussi qu'on adapte par rapport à la contraception. Et il fallait justement qu'on puisse répondre à cette demande pour justement éviter aussi des grossesses non désirées et donc avoir encore plus de complications sur la prise en charge de l'IVG. Sur le parcours de soins, donc ce qui était intéressant, c'était de voir quelles étaient les difficultés pour orienter les femmes vers d'autres professionnels. Puisque comme quand on est en première ligne, lorsqu'on est référent et qu'on doit orienter vers d'autres professionnels, parfois c'est compliqué. Alors on voit bien que là, sur les orientations qui sont les plus complexes aujourd'hui, c'est le plus souvent les spécialistes, l'assistante sociale, ou même le psychologue. Et donc, si vous voulez, il y avait, je pense aussi, peut-être un lien à faire aussi avec parfois des ajustements qu'il y a eu avec des secteurs de PMI pour les libéraux, où il a été difficile d'orienter, du moins dans les premières semaines, des situations qui nécessitaient du moins une prise en charge pluridisciplinaire. Après, on voit tout de même qu'il y a de bons échanges avec le médecin généraliste, que ce soit avec les échographistes ou même l'établissement de santé. Sur le lien ville-hôpital, ce qui nous paraît assez intéressant aussi, c'était de voir un peu s'il y avait une véritable synergie, une véritable cohérence, parce qu'on sait tous ici
qu'on est convaincu par une chose, c'est en ayant le même discours, en ayant des techniques qui soient discutées et travaillées ensemble avec les usagers d'ailleurs. Je pense que l'idée, c'est de justement d'éviter ces injonctions contradictoires, d'éviter un brouhaha général et donc ce qui ajoute nécessairement beaucoup de sérénité pour les professionnels, mais aussi pour les usagers. Donc on voit bien que le lien ville-hôpital, il y a des efforts à faire. On voit bien que sur la question du lien ville-hôpital, sur moins bien qu'avant, on voit que l'organisation des soins non programmés à l'hôpital a évidemment, comme on le disait tout à l'heure, ça a été beaucoup plus complexe. On voit bien que sur l'adoption de protocoles communs, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces échanges, de manière à ce qu'il y ait une vraie cohérence au sein du territoire, où il y a quand même 98 réponses où il y a l'existence d'adoption de protocoles communs. Et puis, sur la demande d'avis, on voit bien que ça rejoint un peu l'idée tout à l'heure de l'orientation vers un spécialiste. Je pense qu'il y a nécessité de rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus lisibles pour les professionnels, mais aussi pour les établissements de santé. Sur la répartition de l'activité entre la ville et l'hôpital, donc on voyait bien qu'il y avait cette nécessité justement pour respecter la distanciation physique et donc faire en sorte qu'il y ait le moins de déplacements qui ne soient pas indispensables, qui soient mis en place. L'idée, c'était justement de renforcer la médecine de ville sur les soins primaires et de pouvoir justement pouvoir respecter ces conditions. Donc, pour beaucoup de professionnels, il y a tout de même une légère tendance vers une orientation vers la ville plus qu'avant, ce qui est plutôt rassurant parce que ça montre que quelque part, il y a eu cet effort, du moins collectif, de mettre en place un système de santé adéquat. Néanmoins, c'est toujours là, on n'a pas toutes les données, on va dire, par département, mais il y a tout de même des territoires en particulier où ça l'est encore, c'est tout de même encore très très compliqué. Donc pour cette enquête, alors évidemment là c'est un focus Île-de-France. Là prochainement on aura toute l'enquête qui sera dévoilée dans tous les détails sur le plan national. Je voudrais remercier donc Anne Rousseau, Sophie Baumann et Laurent Gaucher qui sont tous sages-femmes et chercheurs. Et puis remercier évidemment le groupe Accor, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes pour le fait d'avoir communiqué les données, de même que les syndicats, les associations professionnelles, les réseaux de santé périnatale et toutes les sages-femmes qui ont participé à cette enquête. Merci beaucoup, Adrien. Je propose qu'on fasse les questions à la fin. Je vais essayer de faire vite pour vous présenter les directives ARS. Mais je ferai référence à ce questionnaire à la fin. Alors, la directive ARS qui est en préparation suite à la version qui était la version d'épidémie, c'est sur la continuité entre le suivi prénatal et la prise en charge postnatale en passant par l'accouchement, qui n'est qu'une étape, mais une étape assez importante quand même. Alors, les principes généraux, c'est un principe de protection du personnel, des patients bien sûr et de leurs accompagnants, avec l'idée de réduire les contacts à risque. Et on a vu que la téléconsultation ou les consultations par téléphone pouvaient aider. Et il a été mentionné que, évidemment, un suivi en ville en cas de bas risque diminuait les déplacements, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui permettent d'améliorer le pronostic. Bien sûr, on a parlé du dépistage tracé et isolé en cas de diagnostic positif. Et puis, deuxième grand principe, ce qui a déjà été bien abordé, c'est la notion de parcours coordonné. Il a été fait mention du professionnel référent.
des informations aux femmes enceintes, aux couples, pour des décisions partagées, mais dans le partage d'informations, pas seulement le problème du partage professionnel-patiente, mais il y a le partage d'informations entre professionnels, et l'enquête montrée par Adrien Gantois montre, et les résultats du questionnaire aussi préparatoire montrent qu'on n'est pas tout à fait encore au point pour les outils de ce partage d'informations, et qu'il y a aussi la nécessité d'envisager ce parcours selon l'organisation qui est variable selon les territoires. Et puis, il a été aussi mentionné l'importance de la sécurité émotionnelle avec les interfaces nécessaires de l'obstétrique et de la psychiatrie avec, comme dit le psychiatre anglais Alain Grégoire, l'importance de la psychiatrie périnatale, l'importance des supports apportés par les associations. On a parlé de la fiche concernant les ressources, mais il y a eu aussi, et je crois que c'est très important de le mentionner pour les femmes, les lignes d'écoute d'associations de représentants d'usagers. Il y a des supports évidemment institutionnels à renforcer, à sécuriser. Et ce qui est un principe aussi, c'est plutôt peut-être une perspective de travailler, d'assurer le relais avec le secteur social, parce que la crise du Covid a montré les fragilités dès que les liens entre sanitaire et social s'affaiblissent pour une raison ou pour une autre, eh bien, des patientes avec leurs enfants sont dans la difficulté. Diapositive suivante. Alors, je ne traiterai pas de la santé sexuelle, des IVG, de la chirurgie gynéco et de la PMA et du suivi du nourrisson. On va se limiter à la périnate, mais les questions pourront être posées aux intervenants qui ont présenté auparavant sur ces sujets-là. Donc, je me limiterai aux recommandations de suivi prénatal selon le niveau de risque. En fait, la crise du Covid a effectivement souligné des choses qui étaient déjà inscrites, finalement, des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour le bas risque datent de 2014. Alors, évidemment, on peut passer certaines consultations en téléconsultation et puis essayer de regrouper les échographies avec les consultations. Ça dépend si, enfin, c'est pas toujours facile finalement. En période, en étant en déconfinement, je crois qu'il ne faudra pas manquer des consultations, et donc c'est l'ensemble des consultations qui doit être faite. Pour le risque obstétrical ou une anxiété des patientes ou des difficultés pour la fracture numérique dont on a parlé, pour se débrouiller avec des consultations, des téléconsultations, eh bien, il faudra faire le nombre de consultations et faire des consultations présentielles si nécessaire. Pour les grossesses multiples, c'est les recommandations habituelles qu'il faut faire, avec des échographies aussi fréquentes que le nécessite la chorionicité des grossesses multiples, et puis des consultations présentielles selon la situation. De même pour la comorbidité, échographie et consultation avec un suivi adapté, conjoint avec le référent de la pathologie chronique concernée. Et je dirais, on a vu l'importance des facteurs de risque, en particulier le diabète, et de la prise en charge du surpoids ou de l'obésité. Eh bien, il ne sera pas question de négliger la prise en charge de ces pathologies, la réalisation des ateliers d'éducation nutritionnelle, d'éducation physique adaptée sera à développer, et surtout à ne pas négliger. On a insisté sur l'importance des informations destinées aux patients qui peuvent être échangées au cours du bilan de prévention, de l'entretien prénatal précoce, la préparation à la naissance, à la parentalité, l'échange au niveau de la maternité au sujet du projet de naissance, mais peut-être en amont aussi avec le professionnel référent, peut-être pas forcément encore de la maternité, et les échanges entre le professionnel référent et l'équipe de l'accouchement ou le spécialiste de la pathologie chronique. Une petite mention sur la discussion de l'arrêt de travail en fonction du risque. Peut-être que cette mesure ne va pas perdurer après avec la baisse du risque, la baisse
la circulation virale n'a pas disparu, mais quand même elle a baissé. Et les anesthésistes qui, pour l'instant, font leurs consultations en téléconsultation. Diapositive suivante. Alors, la présence de l'accompagnant, il y a eu beaucoup de questions dans le questionnaire préalable. Donc, les recommandations sont claires, à condition de respecter les précautions élémentaires que sont pas de contact à risque, c'est-à-dire de faire un interrogatoire de l'accompagnant qui ne doit pas avoir été en contact avec une personne souffrant du Covid dans la période à risque précédente, à condition qu'il porte un masque, il ou elle, parce que l'accompagnant peut être une autre personne de confiance, les frictions hydroalcooliques des mains et puis le respect de la distanciation. Dans ces conditions, les consultations, les échographies, il n'y a pas de raison. Alors, ça nécessite quand même une organisation spatio-temporelle des cabinets, mais la présence de l'accompagnant est recommandée. De même qu'en cas d'hospitalisation en grossesse à haut risque, en salle de naissance, bien sûr, pendant toute la durée de l'accouchement, voire pendant la césarienne pour les équipes qui peuvent s'organiser pour le favoriser. En hospitalisation pour suite de couche également. Et en néonatologie, les pédiatres ont, depuis le début de la crise de Covid, recommandé que les deux parents puissent être présents en raison de la balance bénéfice-risque, l'importance d'avoir cet accompagnement par rapport au risque. Accouchement et postpartum, alors il y a une proposition selon au moins de faire le score clinique de risque de situation de Covid, d'évoquer le Covid, mais la HAS autorise tout à fait la proposition de diagnostic par RT-PCR, par prélèvement nasopharyngé, soit organisé en fin de grossesse et au moins dans les hospitalisations programmées comme une césarienne programmée ou un déclenchement. Et forcément, de toute façon, un accouchement, c'est une hospitalisation en France qui est quasiment programmée en fin de grossesse. Et donc, on peut proposer un test diagnostique par RT-PCR à toutes les femmes enceintes en fin de grossesse. En cas de Covid positif, il faut adopter des précautions supplémentaires et s'occuper aussi des sujets contacts. En cas de Covid négatif, ce sont les précautions élémentaires qui doivent être conservées. En cas de, bien sûr, ces recommandations générales vont dépendre du risque médical, psychologique ou social. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de changement dans les conduites à tenir pour les indications de déclenchement, d'analgésie et de césarienne. Et puis, sur le plan de la séparation nouveau-né et allaitement, nous avons vu qu'il n'y a pas de raison de les recommander, même en cas de Covid positif. Là, évidemment, il faut avoir une décision, une information pour que la décision soit partagée avec la femme ou le couple, en parlant des bénéfices et des risques, mais très clairement, les bénéfices sont en faveur de l'absence de séparation et en faveur de l'allaitement maternel, même en cas de Covid positif. La prévention du risque thromboembolique, Olivier Picon en a parlé, c'est très très important dans le cadre des situations de Covid positif. Dans le cadre du bas risque et du Covid négatif, la sortie précoce reste à anticiper toujours pour diminuer le temps en hospitalisation et aussi suivre les recommandations HAS de 2014. La vigilance des dépistages néonatales est la même pour le Covid, les situations de Covid positif et Covid négatif. La réalisation du GUTRI peut se faire à partir de 48 heures. Et la sortie précoce, bien sûr, elle est possible qu'en l'absence de facteurs de risque d'ictère et après avoir évalué la situation de risque de dépression maternelle. En cas de situation de Covid positif, il faut profiter du moment de l'accouchement pour inclure dans les études de recherche, puisque vous avez vu qu'il y avait encore un certain nombre de questions non résolues. En cas de Covid négatif, il va y avoir une sortie précoce s'il n'y a pas d'autres risques et il faut avoir anticipé la présence de la sage-femme à domicile 24 heures après la sortie. Dans les deux cas, la surveillance de la santé de la mère
et du nouveau-né va faire l'objet d'une surveillance particulière en cas de Covid. On a évoqué la surveillance toutes les 48 heures de la santé de la mère et puis du nouveau-né selon la fiche recommandée par la Société française de néonatologie jusqu'à J28. Il est évoqué dans certaines études épidémiologiques un contact à M3 pour surveiller la santé de la mère et de l'enfant. Et puis, il est évoqué un contact 2 ans après la naissance. Dans le cas des autres situations, bien sûr, et de toute façon, les vigilances postpartum pour la mère et le bébé, et je réinsiste un peu particulièrement sur la dépression, mais ce n'est absolument pas nouveau. Il y a 20 ans, la Commission régionale de la naissance recommandait déjà de faire cette évaluation en maternité. Diapositive suivante. Et donc, en conclusion, les perspectives qui sont envisagées, des perspectives d'une part de connaissances, améliorer les connaissances, puisqu'on a vu qu'il restait des choses à savoir. Donc, une recommandation pour dire combien de femmes ont été exposées au Covid-19 pendant la grossesse, combien de femmes ont été hospitalisées, quelles ont été la gravité, quels ont été les facteurs de risque sur des données en population, parce que toutes les données qui sont publiées sont des données hospitalières sur certains centres, sur une période où on a considéré a priori que les cas graves. Là maintenant, la perspective, c'est de faire un bilan complet des femmes qui ont eu des formes Covid plus légères en cours de grossesse. Est-ce qu'il y a des conséquences à plus long terme pour la santé de la mère et de l'enfant? On a évoqué aussi les effets collatéraux hors Covid, et là aussi nos outils existants pour l'évaluation sont limités, et donc il faut non seulement créer des outils, bien sûr, en premier lieu pour les transmissions entre professionnels, mais ces outils de transmission entre professionnels doivent pouvoir servir aussi à évaluer les pratiques et les résultats. On a rappelé la déclaration des événements indésirables. Est-ce qu'il y a eu une modification des pratiques? Il y a quelques questions sur ce sujet, donc je vais laisser la parole pour que Olivier Picone puisse parler en particulier. Est-ce qu'il y a eu plus d'IVG tardives? Ensuite, quels seront les indicateurs de santé? Est-ce qu'on peut se baser? Oui, déjà, le PMSI peut donner une information sur est-ce qu'on a fait plus de césariennes, est-ce qu'il y a eu plus de prématurés en population générale, est-ce qu'il y a eu plus de morts-touches? On devrait pouvoir répondre, mais à condition de coder très bien ces séjours depuis le mois de mars, et puis bien sûr depuis janvier-février, et puis qu'on puisse comparer avec les années précédentes. Et ce qu'il faut créer, les perspectives, c'est les liens avec des dossiers sociaux, mais avec les professionnels du secteur social, et bien sûr insister sur la transmission des informations. Le questionnaire montre que, de même que l'enquête Covid Flash, les outils de transmission de l'information pourraient bénéficier d'innovation. Donc, il faut se préparer avec des organisations résilientes pour une récidive de crise Covid ou d'autres crises, et les outils du parcours sont à développer. Je vous remercie et je vais passer la parole pour les questions. Je passe la parole à Henri-Jean qui va animer. Alors, je parle de la question qui est destinée à Olivier Picone. Je crois qu'il a vu qu'il pouvait répondre. Je donne la parole à Olivier. Au sujet des IVG tardives, est-ce qu'il y en a eu plus? Je pense qu'on lui pose la question en son titre de président du centre de la Fédération des CPDPM. Alors, au mois de mars, avec Israël Nizan au niveau du collège et puis la commission orthogénie du CNJOF, on avait demandé au CPDPM de bien prendre en considération la situation pour ce qui est des IVG qui dépassaient le terme. Et c'est ce qu'on a appelé les IMG psychosociales. On ne peut pas les appeler IVG, puisqu'après 14, ce n'est plus des IVG, mais c'est des IMG psychosociales pour lesquelles on tenait compte du contexte. Par exemple, la perte de l'impossibilité de se rendre dans un CIVG, la difficulté de trouver un CIVG sur Internet, etc. Donc, je sais qu'il y en a eu. Pour l'instant, on n'a pas fait le compte. C'est quelque chose qu'on doit mettre à l'ordre du jour de la prochaine génération de la Fédération des CPDPN. Et puis voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés d'accès
physique au centre d'IVG. Voilà, pour faire le bilan complet, ça va prendre un petit peu de temps et je pense que ça va être assez compliqué à faire. Il y a des IVG, par exemple, quand la patiente est à 14+3, alors que la datation, elle est à plus ou moins 6 jours, c'est sûr que ça passe sur une IVG parce que la datation est imprécise de nature. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier que ça n'en est pas 24 heures près. Après, c'est vrai qu'il y a eu des IVG entre 15 et 18. C'est un fait que des IVG psychosociales, c'est arrivé. Merci Olivier. Mais je vais passer la parole à Henri-Jean-Philippe pour qu'il dispatche les questions aux intervenants précédents. Et enfin, merci beaucoup, merci de votre attention. Et si les participants peuvent encore rester avec nous, on va pouvoir, on est désolé de ce retard, on va pouvoir répondre aux questions concernant en particulier les 3 présentations présentes. Alors, donc c'est vrai que l'heure, c'était très intéressant. Donc, évidemment, on aura un peu moins de temps pour les questions, mais quelques groupes de questions. Il y en a une qui était en fait presque un commentaire. C'était sur la collaboration qui a été établie pendant cette crise, cette épidémie, collaboration et cette solidarité entre privé, public, ville, hôpital. L'objet, c'est de la pérenniser, notamment avec les téléconsultations, logiciels de coordination. Est-ce que vous envisagez, au niveau des réseaux, en dehors de l'épidémie, d'utiliser, de développer, d'organiser ces outils? Alors, effectivement, je pense qu'il y a un travail qui ne fait que démarrer et on l'a déjà vu, il y a déjà pas mal de maternités qui ont commencé à retravailler, à revoir avec leur réseau de ville la façon de mieux articuler les suivis ville-hôpital avec justement, par exemple, ce qui avait été évoqué, c'est si la patiente a un suivi déjà en ville avec un professionnel, donc sage-femme ou médecin, par exemple, la consultation pour ouvrir le dossier à la maternité, peut-être qu'elle pourrait se faire, elle, en téléconsultation, puisqu'en fait, on a déjà un suivi qui est bien cadré en ville, sur du Baris, là, on parle bien. Donc ça, voilà, il y a ce travail-là qui peut être fait. Après, tout dépend de ce que Adrien disait, on ne sait pas encore dans quelle mesure la téléconsultation va être pérennisée. Et c'est vrai que du coup, on est un petit peu dans le flou pour le moment. Voilà. Même si ça a l'air d'être quand même très intéressant, cet outil, nous, on voit bien que ça permet quand même à des populations qui ont peut-être des difficultés à se déplacer ou des temps de trajet très longs pour assurer le suivi. Alors, peut-être pas pour tout, il faudrait définir des critères pour définir dans quel cadre on peut poursuivre la téléconsultation. Mais c'est vrai que ce serait pertinent de pouvoir maintenir cette offre de soins. Enfin, cette modalité. Pardon. Alors, il y avait autrement une autre question sur quels outils de communication utiliser vis-à-vis de la CNIL. Est-ce qu'on peut utiliser, alors peut-être pour Adrien ou Gantois, je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser WhatsApp, le téléphone ou qu'est-ce qui fait qu'on peut utiliser un outil en sécurité et pas en sécurité en fait? Oui, en fait, il y a tout de même des normes en termes de protection des données qui sont spécifiques à la santé. Et donc, évidemment, tous les outils dédiés à la santé, hein, donc il y a pas mal de services. Hein, on a Doctolib, Care, etc., qui ont à peu près le monopole du marché. Après, WhatsApp, Messenger, SMS, etc., la protection des données en termes de data santé n'est pas du tout respectée. Après, l'idée, c'était d'adapter, de ne pas faire une consultation où on a des échanges de données médicales. En termes de séance de préparation à la naissance, c'est généralement des informations qui sont données. Donc, il y a, surtout dans le cadre de préparation à la naissance collective. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de données personnelles qui ont été échangées, il n'y a pas de raison que ça soit mis en difficulté. Sur la question des consultations, en revanche, il faut que ça soit un outil dédié. D'accord. Alors, il y avait aussi une question, donc Olivier Picon a abordé l'augmentation du taux d'IVG tardive. Est-ce qu'il y a eu donc le retard en fait de consultation à la prise en charge? Est-ce qu'il y a eu également des retards dans les transferts in utero? Est-ce que les patients arrivaient trop tard en cas de prématurité, en cas de prééclampsie? Je ne sais pas. Est-ce que c'était visualisé, identifié ou finalement non? Je pense que c'est la cellule transfert in utero qui pourrait répondre le mieux à cette question. Nous, on n'a pas cette expérience-là, Louis Moyer. Après, souvent, c'est les néonatologistes des centres, notamment de type 3,
qui nous ont plutôt relaté qu'ils avaient vu, eux, une baisse, par exemple, de prématurité pendant le confinement. Mais après, ce sera statistiquement à comptabiliser plus tard. Il y avait une autre question aussi plutôt pour Catherine Krenebert. C'est sur les nouvelles recommandations, la nouvelle doctrine. Il y a une question sur la place du père. Est-ce que les pères pourront assister aux séances de préparation à l'accouchement? Alors, c'est vrai que on n'a pas précisé, mais c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Je crois qu'il faut déjà prévoir que les pères puissent participer à l'accouchement, être présents aux consultations, et puis les séances de préparation, ça va dépendre de l'organisation des professionnels. C'est une question de locaux et de respect des distanciations sociales. Selon le Haut Conseil de santé publique, il faut 4 mètres carrés pour chaque personne. Donc, si on a un local qui permet, si par exemple on fait des séances de préparation à la naissance dans une salle polyvalente, on peut avoir les couples, etc., à partir du moment où il y a du moins un espace de 4 mètres carrés par personne. Exactement. Il y a une question sur la consultation allaitement. Est-ce que il y a marqué point d'exclamation? Est-ce que ça apparaît dans la doctrine, une consultation spécifique sur l'allaitement, Catherine? On a insisté dans les suites, dans les recommandations du suivi et des vigilances. Je n'ai pas détaillé, mais dans les vigilances et du suivi postpartum, s'assurer de la bonne marche de l'allaitement quand c'est le choix de la femme, ça fait partie complètement des recommandations. Alors, est-ce que parmi les membres intervenants, est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez aborder un peu pour conclure, pour terminer? Je dirais que merci l'ARS de nous avoir invités. Je pense que là, on est tous conscients qu'en ce moment, se passe beaucoup de choses au sein du Ségur de la santé. On voit bien que dans les mesures qui nécessitent d'être au moins pérennisées, c'est au moins la téléconsultation. Après, évidemment, avoir peut-être plus de mesures incitatives pour la création de CPTS ou pour favoriser le lien ville-hôpital. Je pense que c'est essentiel de renforcer les soins primaires dans notre système de santé. Et puis, oui, voilà, d'avoir un réel soutien d'une ARS, au moins sur la question de la téléconsultation, ça pourrait être intéressant. Merci, finalement, vous avez très bien parlé. J'ai plus trop de choses à conclure, c'est parfait. Pour information, il y aura un replay, c'est-à-dire que toutes les diapos et la possibilité de revoir les interventions et d'écouter les échanges sera possible dans une semaine. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas pu répondre à exactement toutes les questions, mais je propose qu'on se les repartage et qu'on renvoie et qu'on ajoute peut-être ça au replay. Je vais demander à Fanny si c'est possible, parce qu'effectivement, par rapport au temps, on n'avait pas le temps de répondre peut-être à toutes les réponses, mais je propose que si les orateurs sont d'accord, on revoit ces questions et qu'on réponde à celles qui n'ont pas été abordées. Merci de votre attention, merci de la participation à tous les orateurs. Merci Henri-Jean-Philippe pour l'animation. Et puis merci à Fanny Devine pour l'organisation technique de cette séance. Merci à Pierre Ruby. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.